parti. Ah, attendez, en attendant la vidéo, c'est parti. C'est parti. À toi, Pierrick. Ok, eh bien ça fonctionne, c'est parfait. On s'est donné du mal, mais on y arrive. Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Donc là, vous avez remarqué qu'on passe à la vitesse supérieure ce soir, puisqu'on a, on a deux invités, on a plein de caméras, et voilà, on va vous parler d'une affaire. Donc vous êtes peut-être déjà renseigné un petit peu au travers de ce que j'ai pu vous expliquer la semaine dernière. Nous allons parler de l'affaire Humeau, l'affaire des humides. Je crois qu'ils préfèrent qu'on les appelle les humans, me disait Michel. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à tous. Il y aura des questions-réponses à la fin de cette émission qui va durer à peu près 30 minutes. Donc je vous encourage à me les laisser en commentaire. Voilà, donc sans transition, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois sur Sixième Sens TV Michel Ribardière, ovniologue. C'est un terme que j'adore et que j'ai découvert grâce à Michel. Et puis je voulais aussi vous prévenir qu'on était désolé parce qu'on avait prévu un générique avec des gens qui s'étaient vraiment donné du mal. Et puis on a des gros problèmes là de bande passante. Donc on ne va pas pouvoir vous le faire défiler ce soir. Mais je vous promets que la semaine prochaine, on aura trouvé des solutions pour que ça se passe au mieux. Michel, je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci Pierrick. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc nous allons discuter d'une affaire qui est particulièrement intéressante parce qu'elle se situe dans le domaine de l'ufologie. Pour vous montrer un petit aperçu, le domaine de l'ufologie, c'est un découpage personnel, est réparti donc dans plein de domaines. On a par exemple, on peut étudier les manifestations ovni, on peut étudier le domaine des abductions, les anomalies, les phénomènes inexplicables. On peut étudier tout ce qui est relatif à l'archéologie, découvertes historiques et mystérieuses et qui sont en rapport avec des êtres venus avec des dieux venus d'ailleurs. Et puis certains ovniologues s'intéressent plus particulièrement aux implications militaires, aux implications économiques, aux implications politiques d'une rencontre avec une civilisation plus avancée. Mais le dossier que nous allons aborder ce soir est un dossier particulièrement intéressant que j'aurais plutôt mis dans le domaine entre guillemets, des contactés. Pourquoi? Parce que à travers ce dossier, on va découvrir que il est possible, et ce soir peut-être qu'on verra qu'il est même très probable, que une civilisation avancée, présente dans notre environnement, est tenté et puis même est mis en place une communication par des moyens tout à fait classiques, des moyens qui sont à notre niveau, qui sont pas forcément des moyens télépathiques, qui sont pas forcément des moyens, mais qui sont des moyens mesurables. On va en parler un petit peu plus loin. Donc l'affaire que nous allons traiter, c'est celle des humains, qu'on appelait au départ humites en France, à cause d'une petite erreur. Et alors, comme on va travailler, on va explorer en fait cette affaire, Pierrick et moi, nous avons fait appel à une personne que nous on va considérer comme un expert, parce qu'il a écrit un ouvrage sur le sujet, et on voit bien qu'il faut vraiment beaucoup étudier les données qui sont là pour pouvoir, je dirais, en dire quelque chose de valable. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter
une personne que vous connaissez si vous connaissez ce dossier et qui s'appelle Stone Garden Teapot. Voilà. Et que Joey. Oui. Et bienvenue Stone. Bonsoir bienvenue chez nous Stone, bienvenue chez nous. Merci. Alors merci d'être de t'être joint à nous pour cette exploration qui va se dérouler avec la plus grande ampleur possible. C'est pour ça qu'on va peut-être pas pouvoir la faire. Enfin, c'est pour ça qu'on organise plusieurs réunions comme ça. Aujourd'hui, pour cette première émission, on a pensé, travailler sur sur le début de l'histoire. Comment est-ce que tout a commencé? Alors, est-ce que tu veux prendre la parole et puis nous en dire un peu plus déjà? D'accord, je vais faire ça. Donc, ceux qui ne savent pas, effectivement, Stone Garden Teapot, c'est un pseudo. Hein. Quand on traduit ça en français, ça donne Pierre Théière de Jardin. C'est en hommage à Pierre Théière de Jardin, qui est un de mes maîtres à penser. Alors, cette affaire Oumo, elle commence officiellement en 1966 Alors, c'est vrai qu'au départ, on les a appelés humites parce que les premiers, ce sont des textes, il y a 1400 pages de textes qui ont été envoyés par des gens qui se prétendent extraterrestres. Et c'est vrai que les premiers textes, les pratiquement 800 à 1000 pages, c'était des textes écrits en espagnol qui ont été divulgués au cours du temps, à partir de 1966, par des Espagnols. Et c'est vrai que le terme, c'était humitas. Humitas. Donc ça s'écrit U2MITAS. Et c'est vrai que je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui a... dans ses premiers livres, est passé de humitas à humite en francisant. Mais dans une communication assez récente de ces gens donc, qui prétendaient être extraterrestres, ils ont dit qu'ils préféraient être appelés humains. Voilà. Donc le dossier humide, ce sont essentiellement des textes. C'est ce qui fait l'originalité de cette affaire liée à l'ufologie, parce que c'est vrai que moi je me suis intéressé depuis très longtemps à tout ce qui était ufologie. Enfin, quand on est adolescent, souvent on est à la recherche de merveilleux, de choses étonnantes, etc. Et puis j'étais assez vite lassé parce que souvent les affaires ufologiques, c'est lié à des témoignages qui sont plus ou moins lointains, qui sont plus ou moins fiables. Donc voilà, quand je suis tombé sur les textes humains, ce sont des textes, ils sont disponibles, ce sont les mêmes depuis 1966, rien n'a été touché. Et c'est vrai que ces textes, la particularité, c'est qu'ils contiennent des données scientifiques révolutionnaires. C'est ce que je montre dans mon livre Oumo l'avertissement, justement, où j'ai fait une petite étude épistémologique pour savoir où nous on en était, par exemple, en 1966 au niveau de nos sciences, qu'est-ce qui était dit dans ces lettres au niveau sciences, et on se rend compte que dans notamment une lettre de 1966, ces lettres avaient 10, 30 et 50 ans d'avance sur nos connaissances. Alors, avant d'en arriver aux lettres, donc je pense que ça serait pas mal qu'on démarre peut-être par les premiers contacts, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'êtres qui ne sont pas humains, qui ne viennent pas de notre monde. Et avant qu'on reçoive des courriers, est-ce qu'on peut dire comment est-ce que ces gens-là, chronologiquement, ils sont arrivés sur Terre? Pourquoi est-ce qu'ils ils nous ont trouvés? Comment ils ont fait? D'accord. On peut commencer par là. Donc c'est ce que j'explique ça dans mon livre très en détail. Hein. Il s'avère que, c'est ce qu'ils disent dans les textes, qu'il y a un cargo norvégien qui est parti de Bergen en 1948-14, 20... dans les années 30, je crois que c'était dans les années 30. 34, voilà, en 1934. Et il faut savoir que donc Bergen, c'est en Norvège. Eux, ils sont soumis aux aurores boréales, etc. Ils s'intéressent à tous ces phénomènes
qui ont lieu dans la ionosphère depuis très longtemps. Et ils ont envoyé en 1934 un cargo pour aller essayer de faire des essais de transmission radio à longue distance. Parce qu'on sait que les émissions radio sont difficiles à longue distance à cause de la courbure de la Terre, hein, puisque les ondes électromagnétiques se diffusent en ligne droite. Et donc, ils ont envoyé un cargo qui était du côté de Terre-Neuve, donc très très loin, et qui était chargé pendant 4-5 jours, il y avait des scientifiques à bord, de faire des essais pour voir si les ondes pouvaient se réfléchir sur la ionosphère, ce qui permettait de s'affranchir de la courbe de la Terre. Donc ils ont fait des essais pendant 4 jours, et apparemment, un de ces messages n'a pas été réfléchi par la ionosphère, il est parti dans l'espace. Et donc, les humains nous disent, 14 ans plus tard, puisqu'ils prétendent que leur planète est à 14 et quelques années-lumière de la Terre, ce message a été détecté par les enregistreurs automatiques de cette planète Humo, et ils ont vu tout de suite que c'était un message artificiel. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que, comme c'était un code, ils ont cru que c'était un code binaire alors que c'était un code Morse, et quand ils ont analysé ça, ils pensaient que ça avait rapport avec l'équation analytique qui définissent 4 points d'un carré. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont appelé la planète du carré. Et donc, quelques mois après, ils se sont organisés et ils ont envoyé une première nef de reconnaissance qui est arrivée en 1949. C'est une nef de repérage. Alors, ils ne sont pas débarqués. Ils ont fait ce qu'on aurait fait, nous, peut-être sans doute, hein, c'est-à-dire ils sont restés en orbite basse. Et puis, ils ont fait des passages rapides dans l'atmosphère pour voir... Pardon, Stone, je crois qu'il y a une indication assez intéressante, c'est que, en fait, tu disais donc, en 1934, on a envoyé un message sans faire exprès. On a un bateau norvégien au large c'était de l'Argentine, je crois, ou... Terre-Neuve, bon, Canada. Donc, on a un bateau qui fait un essai, il envoie un message vers la Norvège, ce message, malheureusement... Enfin, une partie du message se perd, et puis 14 années plus tard arrive sur la planète, enfin est détecté par ces gens-là. Et donc alors, 14 années plus tard, donc est-ce qu'on peut en déduire qu'ils sont à 14 années-lumière? Non, mais ils le disent. Ils le disent. Quand ils écrivent leurs lettres, d'ailleurs ce ne sont pas des lettres, au départ ils appellent ça des rapports, et c'est vrai que les premiers rapports, c'est des trucs, des lettres qui peuvent, enfin des documents qui peuvent faire 10, 20 pages, qui sont très très denses en informations, et ils envoient ça, on verra après à qui ils l'envoient, et ils disent, vous n'êtes pas obligé de nous croire, mais voilà, nous sommes extraterrestres, voilà, nous on ne vous demande pas de nous croire, de toute façon si vous êtes intelligent, effectivement vous devez remettre en doute ce qu'on dit. Notre planète est située à 14,4 années-lumière, donc un signal radioélectrique, il va mettre 14,4 années pour arriver chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils reçoivent ce message qu'en 48, quoi. Hein. D'accord. Et donc quelques mois après, tu dis, ils s'organisent pour mettre, pour venir voir de quoi il s'agit. Bien sûr. En fait. Ils font ce qu'on aurait fait nous, c'est-à-dire que si on captait un message artificiel venant d'une autre planète, alors nous on ne peut pas y aller, on n'a pas la technologie, mais si on avait la technologie, on montrait le plus rapidement possible une expédition pour voir ce qu'il en retourne, par curiosité scientifique, tout simplement. Donc ils montent cette première expédition qui ne débarque pas, parce qu'elle vient uniquement pour prendre des renseignements, ils ne savent pas à quel niveau technologique on est, s'ils vont être menacés, eux, si on a des armes, s'ils vont être repérés. Donc ils font orbite basse, quelques passages rapides, ils se rendent compte qu'on a des radars, des machins comme ça, ils reviennent chez eux, ils font le point de tout ce qu'ils ont ramené et ils organisent une deuxième expédition qui arrive, d'après les textes, chez nous en 1950. Alors, cette première expédition, pardon, hein, je reviens un peu en arrière parce que c'est assez intéressant. On a un message qui met 14 ans à y aller, à partir, à arriver chez eux, mais eux, ils ne mettent pas 14 ans à venir chez nous. Non. Non, alors ça fait hurler pas mal de gens. Et je reprends l'exemple dans mon livre, c'est comme si on disait à un alchimiste du Moyen-Âge que nous, on peut aller de l'autre côté de l'Atlantique comme Christophe Colomb, mais qu'on le fait en quelques heures. Donc il dirait, mais non, c'est pas possible, parce que même si vous aviez un bateau avec des voiles aussi grandes pour aller aussi vite,
déjà le mât s'écroulerait sous son propre poids, la coque ne résisterait pas à la vitesse, etc. Et si vous lui expliquez que vous passez par la 3e dimension, il vous rirait au nez. Donc, il y a cette espèce de... Effectivement, nous, on est limité par nos connaissances, notamment sur la relativité générale, qui fait que la vitesse de la lumière est une vitesse indépassable, que actuellement, même si on pouvait voyager à 30% de cette vitesse, on mettrait, je ne sais plus combien de centaines d'années pour aller sur une planète comme Oumo, et donc que c'est impossible. Mais eux, ils expliquent de façon relativement précise, en fonction de leur conception cosmologique et astrophysique, comment ils font pour arriver à voyager. Et eux, il y a des astuces. Ils mettent environ 6 mois. D'accord. Des fois moins, des fois plus. D'accord, c'est variable. Ouais. C'est variable, ils appellent ça selon les conditions isodynamiques de l'espace. Ils expliquent que l'espace peut se... J'avais un croquis que j'ai fait dans mon livre qui montre que si vous dessinez, si vous marquez 2 points sur une feuille et que vous tracez une ligne droite, ça indique quelle est la façon dont la lumière voyage sur ce plan. Entre 2 points, il n'y a qu'une seule droite possible. La lumière voyage comme ça. Maintenant, si cette feuille de papier, vous la courbez, et que vous avez un poids là, vous vous rendez compte que la distance entre les 2 points peut être beaucoup plus courte. Et eux, ils empruntent ces raccourcis-là. Donc, ils ne violent absolument pas la physique. Leur vaisseau ne voyage pas plus vite que la lumière. Mais ces raccourcis, on va appeler ça comme ça, je ne peux pas expliquer ça, il faudrait lire mon livre, c'est expliqué dans le détail, leur permet de voyager beaucoup plus vite. Alors, des fois, c'était plus long, ils ont pu mettre jusqu'à 7-8 mois. Et puis, ils indiquent dans un rapport que s'ils avaient voyagé à telle période, ils auraient mis 2 semaines ou 3 semaines. Oui. Donc c'est très très variable et ils attendent d'avoir des conditions donc isodynamiques favorables pour voyager. Et ils expliquent d'ailleurs qu'entre 1940 et 1966, il y a eu des conditions très très favorables. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de visites d'autres ethnies qu'eux pendant cette période. D'accord. Effectivement, on s'aperçoit que en ovniologie, on s'aperçoit qu'il y a des vagues de manifestations. Il y a des périodes dans lesquelles il y a plus de déclarations, il y a plus de personnes qui... Et puis, soudain, il n'y a plus rien. Et puis, soudain, une autre vague arrive. Bon, voilà, on les connaît en France. On connaît quelques dates, du moins. Mais pour en revenir à ce second voyage. Donc, le premier voyage, ils sont venus, ils sont passés dans l'atmosphère, ils ont vu globalement ce qu'il y avait. Et, poum, ils viennent une seconde fois. Ils arrivent quand ? Alors, ils arrivent en mars 1950, ils arrivent en pleine nuit. C'est 2 nefs. Alors, leurs nefs sont petites. Il ne faut pas croire que c'est Hollywood avec des trucs immenses qui clignotent de tous les côtés. Leurs nefs font à peu près 18 à 20 mètres de diamètre. Elles peuvent transporter 18 personnes. Et dans ces 18 personnes, il y a 10 membres d'équipage. Donc, il y a 2 nefs qui arrivent, qui déposent 6 scientifiques. Et ils arrivent du côté de Digne. Du côté d'un bled qui s'appelle la Javie, qui est vraiment alors, dans des reliefs montagneux assez chaotiques. Et ils ont repéré, ils auraient pu venir ailleurs, ils ont simplement repéré une petite ville. Ils sont mis à un endroit où ils pouvaient observer avec des bons appareils optiques cette petite ville, et en même temps où ils ne seraient pas dérangés, ils ne risquaient pas d'être interceptés, parce que, alors, il faut remarquer qu'ils arrivent en pleine guerre froide, 1950, et qu'il y avait une paranoïa un petit peu dans tous les États, que ce soit bloc de l'Est ou bloc de l'Ouest, et ils sont très... alors, ces 2 nefs creusent une base. Alors, pardon d'interrompre, Stone, mais on remarque quand même, quand on est un spectateur, là, on est en train d'écouter, qu'ils arrivent en 50, mais ils arrivent au-dessus de la France. Oui. C'est bien ça. Ils n'ont pas, je veux dire, la Terre est grande, mais c'est au-dessus de chez nous qu'ils vont se poser. C'est un hasard. Il fallait de toute façon, il fallait que ça arrive quelque part. On est d'accord. Il y a plein de gens qui disent ils arrivent au-dessus de la France, c'est n'importe quoi. Bien sûr. Mais ils sont du côté français, ils auraient pu être en Suisse, en Allemagne. Ce qu'ils voulaient, c'est un endroit où ils ne seraient pas menacés, donc tranquille, mais en même temps pas trop loin d'une petite ville. Ça aurait pu être n'importe où. C'est tombé là. D'accord. Voilà. Donc. Et puis peut-être, je me pose aussi une question. Il y a peut-être le fait aussi que ils ont peut-être privilégié un pays tempéré ou plutôt froid qu'un pays chaud, parce qu'ils auraient pu aller au niveau de l'équateur ou en dessous. Et puis là, c'est pas les mêmes conditions peut-être, non ?
Non, tout à fait. Alors pour l'instant, on est dans la science-fiction, hein, parce que ça pourrait être une histoire, un beau film de science-fiction, quoi, vous voyez. Et je le répète, hein, ce qui fait la différence avec cette affaire, c'est les données scientifiques qui sont dedans. Mais reprenons ce côté science-fiction. Eux, ils disent que la température de leur planète est plus froide. Et donc, ils supportent mal les chaleurs, la chaleur. Et c'est pour ça que on verra qu'ils expliquent qu'il y a des lois physiques universelles dans l'univers. C'est-à-dire que les lois physiques sont les mêmes ici qu'à l'autre bout de l'univers. Hein, sinon, on ne pourrait pas faire de science. Mais qu'il y a aussi les lois biologiques et biogénétiques sont aussi les mêmes dans l'univers. Donc une planète qui a à peu près la même taille que celle de la Terre, avec à peu près les mêmes conditions, elle va accoucher d'êtres qui auront à peu près les mêmes formes. Et quand on rentre dans le détail de tout ce qu'ils expliquent, c'est très très complexe, je ne peux pas le faire en 2 secondes. Ils nous disent qu'au début de la vie, ce sont des êtres monocellulaires, qu'après il y a une espèce d'explosion de vie différente sur chaque planète, et que tout se recoupe vers un être qui est bipède, latéralisé, bipède et encéphalisé, et que l'encéphale a un rôle particulier à jouer dans l'évolution de l'univers, parce qu'on serait co-créateur de la réalité. Voilà. Donc ça veut dire qu'il nous ressemble. Parce que ça veut dire qu'il nous ressemble. Il ressemble à quoi, en fait, globalement? Voilà, et ils disent, toutes les races qui vous visitent, et ça c'est l'objet de mon 2e livre qui s'appelle Quetzalcoatl, qui reprend toutes les races qui sont citées dans les textes humains, les anciens et les nouveaux, là, les très récents, et le contexte exopolitique qui a lieu en ce moment chez nous, parce qu'il s'avère qu'on est l'enjeu donc de convoitise. Voilà. Donc j'explique ça dans mon prochain bouquin que je suis en train de terminer avec beaucoup de retard. Donc ils arrivent en 1950, en mars, ils creusent une base. Les 2 nefs repartent tout de suite parce qu'elles ont peur de se faire repérer, et ces 6 scientifiques restent seuls. Alors ils ont du matériel, mais ils ont pas beaucoup. Ils ont du matériel très très performant, mais pas beaucoup. Ils sont un peu comme sur la planète des singes, quoi. Hein. Ils ont du matos, mais s'ils se font choper, ils savent pas du tout ce qui peut leur arriver. Donc ils sont très très prudents. Et oui, donc pourquoi ils font ça? Par curiosité scientifique. Ce qu'ils veulent faire, c'est de l'ethnologie. Alors ils commencent à sortir au début autour de leur base, ils regardent les plantes, ils regardent la faune, ils étudient ça, et puis un jour, par hasard, ils tombent sur un petit berger qui a environ 15-16 ans, qui garde, alors ça doit être au printemps sans doute, hein, qui garde les bêtes de son père dans les alpages. Et c'est leur première rencontre avec un humain. Avec un humain. Voilà. Et alors ce qu'ils disent, c'est que, bon, c'est assez drôle, hein, que ce petit berger, 1 mois auparavant, il avait vu des géologues allemands qui étaient venus faire des relevés, et que du coup, il n'est pas du tout surpris. Alors eux, ils sont avec leur combinaison, qui est une espèce de combinaison un peu moulante, et bon, il les prend pour des étrangers. Et ils disent, bah oui, c'est ce qu'on était, des étrangers, quoi. Et donc, voilà, il n'est pas étonné, il commence à communiquer par signes. Et ce qui est très drôle, c'est pour ça que il y a des trucs assez drôles quand même dans ces lettres, et je pense que, bon, je vais vous le raconter vite fait, c'est que quand ils arrivent, le petit berger est assis par terre, et ils sont à contre-jour. Et donc, comme il ne voit pas bien, il met sa main comme ça pour voir qui s'approche, et eux, ils se demandent si c'est un signe de politesse, si c'est un signe de salut, qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent saluer, est-ce que l'autre va être choqué? Alors ils font pareil, ils font tous comme ça, quoi. Bon, je trouve ça assez drôle. Je le raconte à chaque fois, mais moi ça me fait beaucoup rire. Mais c'est pas pour ça que le dossier est pas sérieux. Hein. Voilà en gros les premiers jours, et puis au fur et à mesure, ils vont se rendre compte que finalement leur apparence n'étonne pas ce berger, ils vont communiquer un petit peu avec lui, et puis ils vont après commencer à se mêler dans nos villes, donc sans doute Digne, la première ville, et puis ils vont finir par émigrer en Espagne, où il va y avoir où sans doute leur chef expéditionnaire sera basé en Espagne. On est passé un peu vite sur la description, je dirais, physique de ces êtres-là. Parce que dans le domaine de l'ufologie, souvent on parle de petits gris. Mais bon, bien sûr, oui. il y a toutes sortes de descriptions. On a des grands blonds, on a etc. etc. Là, ils ressemblent à quoi, en fait? J'avais justement une question à ce sujet, donc ça tombe vraiment à pic. Oui. Alors, ils disent donc qu'ils sont grands et blonds.
Mais ce ne sont pas ceux qui sont appelés, je pense pas, j'ai posé la question récemment, justement, aux humains sur avec le contact qu'on a, pour savoir si c'était les Nordiques, mais je ne pense pas que ce sont les Nordiques, ceux qui sont appelés les Nordiques chez les Anglo-Saxons. Parce qu'il y a, alors, d'après l'étude que je suis en train de faire dans mon deuxième bouquin, il s'avère qu'il y a au moins 3 races qui sont de grande taille. Bon, alors, est-ce que ces autres 2 races sont blonds? Je ne sais pas, mais ça correspond tout à fait avec le type de leur planète, de leur étoile, qui est une étoile beaucoup plus petite, c'est une naine rouge, beaucoup plus froide. Leur planète est beaucoup plus près de cette étoile, donc pour rester dans la zone habitable. Et donc la masse, par contre, de leur planète est plus grande. Donc masse plus grande, musculature plus forte, stature plus grande. On voit, nous, quand on a des pays qui sont peu ensoleillés, ben souvent on a des ethnies qui sont blondes, aux yeux clairs, et eux doivent... Bon, voilà, ça reste logique dans ce qu'on connaît, nous. Donc Marie a la réponse à sa question, Marie. Merci Stony. Alors, là, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'ils ont commencé à nous approcher, ils ont commencé à essayer de nous imiter pour avoir une relation, un contact avec nous. Et puis, tu es passé tout de suite au fait qu'actuellement, on est encore capable, on a encore la possibilité de leur poser des questions. Donc bon, on va peut-être repousser ça, bien que ce soit très intéressant, à une émission future. Mais donc, est-ce que c'est possible, Stone, de nous dire un peu ce qui s'est passé, comment ils ont pris contact, qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ils ont fait, avec qui, et est-ce qu'on peut en parler? Je sais que l'heure passe très très vite, mais est-ce qu'on peut quand même aborder un peu rapidement? Donc il faut savoir que d'après les dernières informations que j'ai là, il s'avère que avant de venir chez nous, ils en réfèrent à ce qu'ils appellent des frères plus évolués, des races qui sont plus intelligentes, qui leur avaient déconseillé de venir, et nous on était en pleine guerre. Donc ils les ont autorisés à venir après la guerre, parce que c'était sinon compliqué. Et leur débarquement, il est lié à l'affaire Roswell. Donc c'est ce que je vais développer dans mon prochain livre. On va voir que les données, quand j'ai tout remis en place et que j'ai reconstitué le puzzle, ça ouvre sur des trucs, toute l'ufologie, que ce soit les dieux venus de l'espace, Roswell, les alliés de l'humanité, etc. Tout ça est lié au dossier UMO, ils nous donnent des informations. Donc, ils sont là aussi pour faire des études ethnologiques. Donc, la façon, pour faire des études ethnologiques, il faut avoir une interaction minimum avec l'objet, l'ethnie qu'on étudie. Et nous, on a fait des ethnocides parce qu'en étudiant certaines ethnies, on a complètement détruit ces ethnies, n'est-ce pas? Et donc, eux, ils sont très précautionneux. Ils ne veulent pas modifier leur objet d'étude. Alors ils vont prendre un moyen qui vient de chez nous, c'est-à-dire que c'est pas un truc... en plus, comme ils sont que 6, ils peuvent se faire choper à n'importe quel moment, hein, ils sont peu nombreux. Et ils vont communiquer donc par un moyen qui est notre moyen, qui est le courrier postal. Dans un courrier postal, quand on veut établir des profils psychologiques de personnes, c'est très facile de moduler très précisément le texte pour savoir quelles sont les réactions, si les gens sont crédules, s'ils ne sont pas crédules, est-ce qu'ils ont une bonne capacité d'analyse, etc. Donc l'écrit, c'est un très très bon moyen pour faire ce genre d'études. En plus, effectivement, dans les années 60, Internet n'existe pas, donc la poste, c'est le seul moyen de joindre n'importe qui, n'importe où sur la planète. C'est un moyen très très fiable. Et l'avantage aussi de cette technique, puisqu'on est en pleine guerre froide, c'est que c'est intraçable. Vous posez votre courrier dans des boîtes aux lettres différentes, on ne peut pas remonter jusqu'à vous. Donc voilà, c'est un moyen. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se sont dit, oh là, mais c'est ridicule, comment ça? Des extraterrestres qui ont la technologie pour venir des étoiles, ils communiquent avec nous par des lettres. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Dans le contexte de l'époque, c'est sans doute le meilleur moyen. Très bien. Et ça c'est vrai que c'est un point qui est très très important pour, je dirais, arriver à juger de la fiabilité en fait des choses. Ça nécessite explication forcément. Des extraterrestres qui communiquent avec nous par courrier, bon. Alors
L'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas amener Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que s'ils amenaient du matériel à eux quand ils allaient en ville, et qu'on les chopait, à un moment donné, ils ont été poursuivis par la CIA, par le KGB, et quand ils sont installés en Espagne, on est en dictature franquiste. Donc, ça emprisonne, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ça emprisonne. Et donc, ils sont obligés quand même de très, très, très prudents. Et un jour, ils disent qu'en Australie, il y a une descente de police, ils étaient dans un hôtel, et ils avaient trafiqué une machine à écrire pour que, quand ils parlent, la machine tape. Pareil, dans les années 60. Et que si la police était tombée là-dessus, ils étaient cuits, quoi. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, et même maintenant, un extraterrestre qui se fait choper par les pouvoirs publics n'a aucun droit. Il n'a aucune identité juridique. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le maintenir prisonnier, le tuer, le couper en morceaux. Bon. Donc, au bout d'un moment, ils ont l'interdiction d'amener leur propre matériel. Et ils utilisent le matériel que nous avons, nous. Et ils utilisent les moyens que nous avons, nous, etc. etc. Oui, parce que l'idée, c'est, à la limite, on leur autorise à avoir quelque interaction avec nous, mais pas de nous changer, pas de nous transformer, pas de créer un problème, quoi. Ouais, oui. Absolument. Ouais. D'abord, ils ont l'intelligence des scientifiques, qui ne veulent pas perturber leur objet d'étude. Donc, et en même temps, ils sont obligés d'avoir une interaction minimum, parce que si vous n'avez pas d'interaction avec les terrestres, c'est difficile d'étudier la philosophie, le psychisme, etc. Mais aussi, c'est qu'ils ont des règles morales qui sont plus ou moins universelles, plus ou moins, de toutes les races qui nous visitent, qui interdisent plus ou moins d'interférer avec d'autres ethnies extraterrestres, sous prétexte que la liberté, le libre choix est très important dans le devenir de l'univers. C'est-à-dire que chaque ethnie planétaire doit conserver son libre arbitre. Et ça, c'est absolument important. D'accord. Alors, donc, une interdiction d'ingérence. Alors, je vous propose, messieurs, puisque nous devions faire une émission assez courte, en fait, je vous propose, sauf si vous voulez encore peut-être 2-3 minutes, mais je vous propose, on va bientôt s'arrêter parce que, et puis annoncer peut-être que dans la prochaine émission, on parlera un petit peu plus de ce que eux, de qui ils sont, de leur philosophie, de leur science peut-être. J'ai quelques questions là avec les auditeurs. Est-ce qu'on se donne le temps d'y répondre ou est-ce qu'on se les réserve pour la deuxième émission? Non, mais il y aura d'autres questions sur la deuxième émission, je pense aussi. Oui, donc, s'il y a 2-3 questions, allons-y, non? Oui. Bon, alors, c'est 2-3 questions. Alors, j'ai une première question de Dany qui nous demande si le temps, pour eux, a la même valeur que pour nous. Alors, il faudrait préciser un peu la question, mais... Voilà, est-ce que la notion de temps pour eux est la même que... C'est-à-dire que, est-ce que pour eux, une journée, c'est 24 heures comme nous? Non, alors justement, ça a été très très compliqué parce que quand on a essayé... Ils nous donnent des dates, des fois, qui sont des dates à eux, qu'on doit retranscrire dans des dates à nous, et c'est compliqué parce que leur planète étant plus grande, elle ne tourne pas sur elle-même en 24 heures, elle met 30 heures,92. D'accord. Et ils comptent pas en années, parce que l'orbite de leur planète est très peu, il n'y a pas d'excentricité, donc ils n'ont pas de phénomène de saison. L'axe est très peu incliné et il n'y a pas d'excentricité. Nous, on a peu d'excentricité, donc notre orbite est pratiquement circulaire, mais elle est quasiment circulaire. Et donc, ils n'ont pas, comme nous, le phénomène de saison. Ils n'ont pas un soleil qui, au fur et à mesure, se couche de plus en plus à l'ouest, puis revient, etc. Donc pour eux, c'était pas ça les repères. Les repères, c'était la conjonction entre une autre planète qui est très très lumineuse avec leur soleil. Et ils expliquent que dans leur antiquité, les astronomes comptaient le temps en fonction de ces conjonctions et que ces conjonctions correspondent à 1/18e du temps qu'il faut à leur planète de faire une orbite totale. Ce qui fait que eux, ils appellent ça un XE, c'est 2,5 mois. Alors quand ils disent leur année, ça n'a pas de sens pour eux, c'est des XE. Quand ils disent le XE 23 de l'ère 30, c'est des ères de 6000 ans Oumo, donc c'est des ans qui correspondent à 2,5 mois. Et quand on est obligé de caler le calendrier, c'est très très compliqué.
Donc, merci Stone. Je pense que Dany a sa réponse. J'ai beaucoup de questions ce soir, donc on ne pourra bien sûr pas répondre à toutes les questions. John m'a posé une question, nous a posé une question, à savoir où est-ce qu'on pouvait éventuellement voir ces fameuses lettres. Alors, ça c'est hyper important parce que, je le dis tout le temps, n'espérez pas avoir une idée, comment dirais-je, fiable de cette affaire en écoutant une émission d'un quart d'heure ou en lisant 10 pages à gauche ou 10 pages à droite. Il faut aller lire les textes. Il n'y a que ça qui tracera un faisceau de présomption pour vous dire ce qu'il en est. Ces textes sont disponibles sur... Ils ont tous été compilés, numérotés, sur un site qui est le site de référence qui s'appelle Umo, U2MO, donc c'est le tiré d'ici pour ceux qui sont sur PC, science au pluriel, SCIENCES.org, Umo-science au pluriel.org. Vous avez tous les textes là, ils sont classés et c'est par là qu'il faut commencer, quoi. Mais je crois que c'est pas mauvais de donner un petit avertissement quand même. Attention, les textes sont pas si faciles à lire, hein. Il faut s'accrocher. Le langage des humains traduit en espagnol ou en français. Accrochez-vous, hein. Non, mais tout a été traduit en français. On a repris tous les textes. Moi, j'ai rencontré la plupart des premiers destinataires de ces rapports espagnols. Certains sont décédés maintenant. Et une traduction a été refaite depuis longtemps. Il y a plein de gens qui s'y sont mis depuis les années 90. Et tout est retraduit en français, donc il n'y a pas de problème. Mais même ça, c'est très dense en information. Et c'est vraiment un dossier qui se mérite, quoi. Vous ne pensez pas que vous allez rentrer là-dedans, que vous allez lire ça pendant 2 jours et que vous allez dire « Ah, ça y est, je sais ce qu'il en est ». Non, il faut du travail. J'ai bien essayé de récapituler ça dans mon premier livre, donc Humo l'avertissement. Il faut au moins lire ça, parce que sinon... sinon vous parlerez sans savoir. J'aurais aimé demander, Stone, avant qu'on se sépare là, ou je sais pas, enfin bientôt, j'aurais voulu qu'on réponde à une petite question pour donner envie aux gens de continuer les émissions sur ce sujet-là, pour leur permettre de comprendre pourquoi est-ce que quel est l'argument principal qui nous permet de dire que ces humains qui ont envoyé des milliers de lettres, hein, on parle quand même de milliers de lettres, de milliers de courriers, ces humains sont bien d'une origine extérieure, ou est-ce que ça peut être un montage, est-ce que quelqu'un ou un groupe de personnes, quels sont les arguments là-dessus qui nous permettent de penser alors, que cette affaire est valable et fiable? C'est la question qui revient tout le temps. J'ai 1600 abonnés sur mon compte Facebook et à peu près autant sur mon compte Twitter. C'est toujours ça. Quelle est la preuve? Il n'y a pas de preuve. Vous n'aurez jamais de preuves certaines, mais par contre, notamment les données scientifiques que j'ai épluchées dans mon livre, montrent que les données d'une lettre de 1966 étaient absolument inconnues de notre science, même des plus grands scientifiques étaient certainement inconnus de celui qui a prétendu, dans les années 93, être l'auteur de toutes ces lettres, qui s'appelle Luis Jordan Peña. C'est absolument impossible. Bon, voilà. Moi, si quelqu'un m'explique comment, même un groupe de scientifiques peut avoir ces connaissances en 1966, je pense que c'est impossible. On n'avait pas les instruments. Et on s'est rendu compte avec nos derniers satellites, nos derniers observatoires satellitaires, Planck, etc., que ces données étaient vraies, mais à l'époque où elles ont été écrites, elles étaient stupides et c'était contraire à ce qu'on observait. C'est-à-dire ce qui était dit dans cette lettre 66, c'est contraire à ce qu'on observait. Et il a fallu attendre 30 ans, 50 ans pour se rendre compte qu'avec de nouveaux instruments, c'était vrai. Donc ça, c'est le